Donc merci de nous dresser un tableau vu de vos points de vue à vous, c'est-à-dire la DGFP, sur la situation de l'emploi, l'évolution du cadre de la formation professionnelle, dans un contexte, vous l'avez compris, ça a été évoqué par la vice-présidente, où on va dire que la situation du BTP en ce moment n'est pas très favorable de ce point de vue-là, mais néanmoins, peut-être que les sujets que nous allons éclairer aujourd'hui vont brosser de nouvelles perspectives. En tout cas, merci de nous éclairer dans la vision qui est la vôtre. Merci déjà de l'invitation. Merci Madame la Présidente de l'accueil dans les locaux du Conseil régional. Pour tout vous dire, on fait un petit peu le tour de France pour évoquer les suites de la réforme que Madame la Présidente a évoquée, c'est-à-dire la réforme de la formation professionnelle. Hier, j'étais en région PACA, demain, je suis à Reims, et pour essayer d'évoquer tout cela. Alors là, on est sur une journée thématique, donc vraiment, je remercie l'AFPA de son invitation. Moi, je ne suis pas spécialiste du secteur du bâtiment, donc je disais, quand on a préparé, je ne vais évidemment pas vous expliquer les nouvelles technologies de manière extrêmement précise, je me ridiculiserais. Je vais simplement essayer de replacer effectivement, enfin, vous amener dans la journée, quand vous évoquerez de manière beaucoup plus précise ces éléments, en vous donnant un petit peu un contexte général. Alors le secteur, il est en mobilité importante, hein, ça a déjà été dit, mobilité d'ordre économique, on connaît effectivement les difficultés que le secteur rencontre, mais mobilité également technologique et mobilité liée à la protection de l'environnement, donc mobilité environnementale. On est confronté finalement à deux évolutions. Enfin, votre secteur est confronté à deux évolutions qui peuvent paraître un peu paradoxales. C'est-à-dire, en période de ralentissement économique, effectivement, l'emploi diminue, mais en même temps, les nouveaux matériaux, les nouvelles technologies, et puis l'intérêt de préparer la suite amène la nécessité... c'est un cliché, hein, mais que la formation, elle, ne subisse pas d'à-coups particuliers et soit l'élément qui permette justement d'avoir cet effet contracyclique et au moment où la reprise économique le permettra, eh bien d'avoir une augmentation de l'emploi avec des personnes qui soient parfaitement formées dans le secteur. Alors, l'État, ça a été également évoqué par Madame la Présidente, l'État a accompagné ces dernières années la formation professionnelle, notamment au travers en 2013 du plan 30 000 formations prioritaires pour l'emploi, au travers en 2014 du plan 100 000 formations prioritaires pour l'emploi. Il s'agissait effectivement de former 30 000 et 100 000 demandeurs d'emploi supplémentaires dans des métiers dits en tension. Et je sais, pour connaître votre secteur depuis un moment, moi j'ai exercé des responsabilités à l'éducation, je viens de l'éducation nationale. J'ai exercé dans une région voisine, l'Aquitaine, les fonctions de délégué aux formations professionnelles, et je voyais souvent les professionnels du bâtiment m'indiquer les difficultés qu'ils avaient à trouver les compétences précises par rapport aux besoins qu'ils avaient. Donc ça veut dire effectivement que la formation doit s'adapter, et on peut être un secteur qui connaît des difficultés économiques et est obligé de licencier, mais aussi un secteur qui connaît, dans certains segments, sur certains domaines, une pénurie, en quelque sorte, de personnes à employer. Alors, dans ce cadre-là, s'inscrit la loi sur la formation professionnelle. Et je voudrais profiter du temps qui m'est imparti, et je dois partir juste après pour rejoindre Paris, mais je voudrais profiter du temps qui m'est réservé pour vous donner quelques éléments sur la loi, la mise en œuvre de la loi, et puis sur les suites de la loi, parce que tout ne s'arrête pas avec la loi du 5 mars 2014, et il y a sans doute des évolutions à envisager, et j'essaierai de reboucler un petit peu avec votre secteur. Alors, la loi du 5 mars 2014, c'est une loi... alors on me demande souvent, est-ce que c'est une loi qui est en continuité, est-ce que c'est une loi qui est en rupture avec ce qui se faisait auparavant? Je dis sincèrement, j'en sais rien.
c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt aux observateurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une loi qui est une loi systémique. On modifie plusieurs aspects, plusieurs pans de notre système de formation professionnelle continue. Je n'évoque pas l'apprentissage à ce stade, je n'évoque pas tous les aspects, Madame la Présidente, vous en avez parlé, gouvernance, et notamment gouvernance territoriale, SPRO, qui sont des éléments très complémentaires. Mais en matière de formation professionnelle continue, on a déjà des modifications importantes. Quand vous regardez les précédentes lois, alors c'est vrai qu'il y en a assez souvent finalement des lois sur la formation professionnelle, mais c'est vrai que les précédentes lois, elles ont modifié certains segments de la formation professionnelle. Quand je pense à la loi de 2009, par exemple, elle a eu pour conséquence un mouvement important dans le mode de pilotage de la formation professionnelle, avec notamment tout le mouvement structurel concernant les OPCA. On est passé de plus de 70 OPCA à 20 OPCA. Hein, et je rencontre très souvent l'OPCA Constructis, hein, et son directeur général, et je sais tous les bouleversements que ça a dû créer, effectivement, dans le pilotage général de la formation. La loi de 2004, si je cite un des éléments, c'est la création du DIF. Bon. Alors il se trouve que 2004-2014, on dit 2014, finalement le DIF, il n'a pas si bien fonctionné que ça, donc on va essayer de trouver quelque chose de nouveau, et c'est le compte personnel de formation, je vais y revenir. Alors, une loi systémique, une loi structurelle, pourquoi? Parce que, en fait, il y a 3 pans du système de formation professionnelle qui sont modifiés dans cette loi. Il y a tout d'abord ce que j'appelle la gouvernance du système. Alors, je ne rentre pas là dans l'aspect service public régional de l'orientation, mais un point extrêmement important, c'est qu'on a installé au niveau national et au niveau régional, ou au niveau régionaux, hein, au niveau de chacune des régions, à la fois un pilotage politique de la formation professionnelle par les partenaires sociaux. C'est la mise en place au niveau national du comité national paritaire, le COPANEF, et au niveau régional de chaque région des COPAREF. C'est une instance politique des partenaires sociaux. Il y a les 8 organisations interprofessionnelles, 3 patronales, 5 syndicales. Et ce COPANEF et ces COPAREF ont un rôle extrêmement important puisque, notamment, ils doivent décider des listes de formation éligibles au compte personnel de formation. On n'avait pas, à un niveau réglementaire ou législatif, là c'est au niveau législatif, encore introduit cette instance de pilotage. Or, dans le financement total de la formation professionnelle, ce qui vient des entreprises, alors c'est à peu près 33 milliards, mais vous savez, il y a toujours beaucoup de débats, et dans les 33 milliards, on intègre tout, y compris la formation initiale des jeunes, y compris l'effort de formation de la fonction publique pour ses propres agents, bien entendu tout l'effort extrêmement considérable des régions en matière d'apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi, mais il y a 13 milliards d'euros qui sont les fonds qui viennent des entreprises au travers des contributions des entreprises, donc 6 milliards au travers des contributions obligatoires des entreprises, le reste étant un élément de mutualisation lié notamment à l'effort conventionnel et aux décisions des branches. Donc 13 milliards, donc ça nécessitait, ça valait bien, hein, je crois, des instances de pilotage chez COPANEF, COPAREF. Autre instance de pilotage, la mise en place du CNEFOP, Conseil national de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle au niveau national, des CREFOP, Conseils régionaux de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, formation et orientation professionnelle au niveau local. Juste, c'est extrêmement... Alors, vous allez me dire, c'est peut-être symbolique. Pas tant que, c'est pas si symbolique que ça. Je pense que dans la réalité, ça va créer des éléments. Déjà, dans ces 2 comités, on intègre la notion d'orientation. Madame la Présidente, on a parlé de l'importance que ça a, notamment dans vos métiers, hein, d'attirer des jeunes et de former ces jeunes. Après, il y a la question de ce que j'appelle la seconde rupture, qui est celle qu'il faut que les jeunes restent dans les secteurs une fois qu'ils ont été formés et diplômés. Hein, ça, c'est un enjeu majeur, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc l'orientation. Et puis aussi, on intègre dans les mêmes instances
les discussions autour de l'emploi d'un côté et de la formation professionnelle. J'aime à rappeler que, en fait, ça date de 1997, le fait qu'on crée une délégation générale à l'emploi, à la formation professionnelle. Auparavant, il y avait une direction générale de l'emploi et une délégation à la formation professionnelle. Et on a regroupé les deux. Et bien, depuis 1997, les choses progressent. Et aujourd'hui, donc, dans un cadre qui est un cadre quadripartite, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a les régions, ça signifie qu'il y a l'État, ça signifie qu'il y a les représentants patronaux, et ça signifie qu'il y a les représentants des salariés qui vont se concerter dans ces instances-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, qui est un volet extrêmement important, j'en discutais encore avec le représentant de Constructis tout à l'heure, c'est le volet financement de la formation professionnelle, qui est un impact extrêmement important. Je vais être extrêmement simple, mais aujourd'hui, enfin, pardon, hier, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2014, les entreprises étaient soumises à une obligation de financement de la formation professionnelle à hauteur de, je parle de l'obligation légale, hein, je ne parle pas du conventionnel, etc., à hauteur de 1,6% de la masse salariale. Demain, pardon, je recommence tout. Je suis trop formaté sur mon discours avant le 1er janvier, donc hier c'était 1,6, aujourd'hui c'est 1% de la masse salariale. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu paradoxal votre truc, puisque vous nous expliquez depuis tout à l'heure qu'il faut former davantage, et vous nous expliquez qu'il y a une contribution légale qui a diminué. Oui, mais le pari, c'est vraiment le pari de la responsabilité. En fait, il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, toute taille confondue en moyenne, et après on pourrait distinguer si on avait plus de temps, mais ce n'est pas le cas, en moyenne, les entreprises consacrent 2,7% de leur masse salariale à la formation. Alors ça va de un petit peu plus de 1,6 pour les très petites entreprises à près de 4% de la masse salariale pour les très grosses. Ce qui a été modifié, ce qui a été supprimé et qui redonne une liberté importante aux entreprises, une responsabilité importante aux entreprises, c'est l'imputabilité des dépenses au titre du plan de formation, avec la suppression pour les entreprises de plus de 300 de l'obligation fiscale au titre du plan, c'est-à-dire le 0,9% de la formation, une diminution pour les entreprises de 10 à 50, et ça bouge pas, de 10 à 300, pardon, et ça ne bouge pas pour les moins de 10. Donc, on supprime l'obligation au titre du plan de formation, l'obligation de payer au titre du plan de formation, donc l'obligation de justifier ses dépenses au titre du plan de formation. C'est-à-dire, ce qu'on supprime, c'est un représentant de l'État qui vous dit ça, c'est le carcan administratif qui fait que l'entreprise devait dépenser 0,9 pour les entreprises de plus de 10, 0,45 pour les entreprises de moins de 10. Et en revanche, dans la loi, on renforce l'obligation de former, et on réaffirme l'obligation de former au titre du plan, c'est-à-dire au titre de deux choses, le fait que la personne, le salarié, soit adapté en permanence à son poste de travail, et le fait que ce salarié puisse qu'on maintienne son employabilité en cas de mutation économique. Cette obligation-là, elle est renforcée notamment au travers de deux éléments, un mécanisme de dialogue social renforcé autour de la formation dans l'entreprise, et bon, la négo sur la représentation des salariés a échoué à ce stade, hein, mais les choses auraient pu ou peuvent encore évoluer de ce point de vue-là. Et puis, dans le dialogue individuel entre l'employeur et le salarié, on a instauré des entretiens professionnels tous les 2 ans, avec un entretien bilan au bout de 6 ans. Et dans l'entretien bilan, on doit conjointement, l'employeur et le salarié, vérifier si le salarié a bénéficié de formation, d'une progression salariale ou professionnelle ou d'un accès à la certification. Donc, on renforce l'obligation, mais en responsabilisant davantage l'entreprise et en libérant en quelque sorte du carcan de justification de l'imputabilité. Modification importante en termes de formation. Modification dans les dispositifs. Je vais juste surveiller l'heure. Modification dans les dispositifs, ça va. Avec, Madame la Présidente en a parlé, la mise en place du Conseil en évolution professionnelle, j'y reviendrai le cas échéant, mais au travers de 5 opérateurs nationaux, Pôle emploi, l'APEC, le réseau des missions locales, le réseau des fonds GESIF et Cap emploi,
plus des opérateurs éventuellement désignés par les régions si elles le souhaitent après concertation au sein des CREFOP. Ce conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil pour tout actif gratuit auprès de ces opérateurs, de manière à faire un bilan, puis envisager une évolution professionnelle qui passe ou qui peut passer par de la formation. Vous avez 3 niveaux dans le CEP. Vous avez un premier niveau qui est un niveau d'accueil, qui rejoint d'ailleurs le niveau service public régional de l'accueil au niveau service public régional de l'orientation. Vous avez un deuxième niveau qui est un niveau, on va dire, d'ingénierie de projet, pour simplifier, puis un troisième niveau qui est un niveau d'ingénierie financière, puisque une fois que le projet est fait, il faut bien le monter financièrement. Et je dirais par rapport à tout ce qui existait auparavant, ce troisième niveau est sans doute le niveau le plus nouveau, hein. Parce que l'idée, c'est bien la concrétisation des dispositifs. Le CPF. Alors vous voyez que je vous parle depuis un quart d'heure, 20 minutes, et je n'ai pas encore parlé du... Enfin si, je l'ai cité juste, mais je n'ai pas détaillé le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, c'est la mesure emblématique de la réforme, parce qu'elle confère à tout actif de plus de 16 ans, jusqu'à la retraite, un compte. Vous avez chacun d'entre vous, vous êtes par définition des actifs, vous avez chacun un compte personnel de formation qui vous a été ouvert. Alors, je ne vais pas faire un sondage, mais depuis le 5 janvier, c'est-à-dire l'ouverture du compte, on a un nombre très conséquent d'inscriptions, d'activation du compte personnel de formation. Comment vous faites concrètement, après je vais réexpliquer le compte personnel de formation, mais comment vous faites très concrètement? Vous allez sur un site qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. Alors je précise bien .gouv.fr, bon ça y est, maintenant dans Google on est repassé devant, mais au début, quand le site n'était pas ouvert, il y avait des petits malins qui avaient créé des sites CPF ou même Mon Compte Formation, voilà, donc on est en train de regarder en matière de propriété, alors je sais pas si c'est la propriété industrielle, intellectuelle, là, ou en matière de communication, mais voilà, moncompteformation.gouv.fr. Vous arrivez sur un site qui sincèrement... on a reçu vraiment très peu, sinon pas de critiques sur ce site. Il est extrêmement pratique. Vous avez une entrée qui est un portail avec de l'information, une entrée pour les acteurs de la formation, OPCA, FONGECIF, OF, une entrée pour les employeurs et puis une entrée pour les bénéficiaires. Et là, vous avez des questions-réponses autour du compte personnel de formation. Puis en haut à droite, vous avez un petit icône, c'est vous activez votre compte. Donc vous cliquez dessus. Ça marche, il n'y a pas eu de bug. On craignait beaucoup parce qu'on se disait à 5 ou 6 000 visites simultanées le 5 janvier, le site risque de sauter. En fait, on a eu des pointes à 6 ou 7 000, ça n'a même pas sauté. Inscription simultanée, c'est-à-dire il faut cliquer en même temps pour y aller. Voilà. Et là, vous arrivez sur un espace. Il faut vous munir de quoi? De votre numéro de sécurité sociale, c'est tout. Votre nom, votre prénom, vous le connaissez, votre date de naissance. Et vous inscrivez, vous rentrez un mot de passe, et ça sera votre espace personnel qui vous amènera jusqu'à ce que vous preniez votre retraite. Alors sur ce compte, aujourd'hui, vous pouvez faire quoi? Alors déjà, combien il y a d'heures? Quand vous l'ouvrez, il n'y en a pas. Parce que le CPF est alimenté par année d'activité. Donc la première alimentation du CPF se fera en mars 2016 pour 2015. Mars, parce qu'il faut toujours le temps de savoir si... Je précise pour les entreprises qui sont présentes, les entreprises n'ont rien à faire. Tout est automatique via les DADS. En revanche, vous allez pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir d'ores et déjà rentrer les heures de DIF, droit individuel à la formation, que vous n'avez pas encore consommées, qui doivent vous être signifiées par votre employeur, normalement, date maximum, le 31 janvier 2014. Si vous êtes salarié, votre employeur ne l'a pas fait, vous pouvez lui rappeler. Si vous êtes employeur, vraiment, faut le faire très vite. C'est le décret, la réglementation qui impose que cette notification soit au plus tard le 31 janvier 2015. Donc, heure de DIF. Vous rentrez ces heures de DIF, vous en avez maximum 120, sauf accord conventionnel particulier. Hein. Enfin, vous en avez 120 maximum. Vous pouvez en avoir moins si vous les avez consommés ou si vous n'avez pas travaillé suffisamment de temps. Alors, ce CPF, il sert à quoi? Eh bien, ce CPF, c'est un droit qui vous est acquis à vie.
Déjà, on ne peut pas le mobiliser sans l'accord du bénéficiaire. On ne peut pas le mobiliser sans l'accord du bénéficiaire et on doit obligatoirement, avec l'accord, donc on ne peut pas le mobiliser, pardon, sans l'accord du bénéficiaire, et il vous permet d'accéder à des formations certifiantes ou qualifiantes. Alors c'est un choix extrêmement important, et j'ai oublié de rappeler ce que je fais systématiquement quand je commence, c'est que la loi formation professionnelle n'est pas venue comme ça, elle découle d'un accord national interprofessionnel qui a été signé le 14 décembre 2013, accord national interprofessionnel des partenaires sociaux. Madame, vous pouvez prendre la place que je n'occupe pas, puis je vais partir juste après, donc voilà, c'est réglé. Donc le CPF vous donne des droits. Alors vous cumulez 24 heures par an, jusque 120 heures, puis 12 heures jusqu'à 150 heures, pour un temps complet. Ça vous est acquis définitivement, c'est-à-dire que c'est parfaitement transférable. Si votre situation est, vous êtes cumulé en tant que salarié, la fonction publique pour l'instant n'est pas incluse dedans, mais il y a toujours un décalage et les choses devraient se faire dans les mois qui viennent, mais vous cumulez en tant que salarié, mais vous changez d'entreprise, vous conservez vos heures, vous devenez demandeur d'emploi, vous conservez vos heures, vous changez de secteur, etc., vous conservez vos heures. Ça vous appartient, le compte vous appartient. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, donc ça c'est le premier avantage par rapport au DIF. Deuxième avantage par rapport au DIF, c'est que c'est financé. Quand je parlais des financements tout à l'heure, j'aurais pu le dire à ce moment-là, mais le DIF, il n'était pas financé. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on lui a fait très vite. Le DIF, c'était un droit rattaché à la personne, mais les financements, c'était les autres financements existants. Pour ça, des fois, on me dit, telle ou telle chose, c'était financé par du DIF. Ben non, c'était soit financé par du plan, soit financé par de la pro, soit financé par autre chose. Mais ce n'était pas financé par du DIF. Il n'y avait pas de cotisation spécifique DIF. Les OPCA n'avaient pas de ligne d'engagement DIF, alimentée par une cotisation qui venait des entreprises. Le CPF, pour les salariés, c'est 0,2% de la masse salariale des entreprises, et pour les demandeurs d'emploi, c'est une partie du 0,2 qui remonte au fonds paritaire. Ce CPF, il vous permet d'accéder à des formations qui sont des formations certifiantes qualifiantes, qui sont choisies sur des listes déterminées par les branches, et la branche bâtiment, travaux publics a fait une liste qui est active. J'ai vu les représentants la semaine dernière, donc voilà, la liste est faite. Il y a 400 certifications sur cette liste de mémoire. Et par les partenaires sociaux interpro, au niveau régional, les COPAREF, et au niveau national, le COPANEF. Pour les demandeurs d'emploi, il n'y a par définition pas de liste de branche, c'est une liste du COPAREF et la liste interpro du COPAREF. On est sur des formations qui, par le choix des branches et des partenaires sociaux, sont des formations pour lesquelles il y a un besoin économique, en quelque sorte. Donc, on a un droit et un devoir avec le CPF. On a un droit, c'est qu'on a des heures cumulées, puis on a un devoir, c'est que ces heures cumulées servent effectivement à la certification. Voilà pour la présentation un petit peu générale de la loi. Juste 3 enjeux maintenant pour terminer. Premier enjeu qui va se dérouler dans les semaines qui viennent et en matière d'accès à la compétence et à la qualification, c'est un point tout à fait important. Il y a, autant les formations doivent être sur des listes dans tous les cas, sauf dans 2 cas. Premier cas, l'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Donc ça, c'est extrêmement important pour les personnes de savoir que pour la VAE, il n'y a pas de conditions particulières d'éligibilité sur des listes. Pour toute la VAE, tout l'accompagnement à la VAE est éligible au CPF. Et deuxième élément, pour l'accès au socle de connaissances et de compétences, qui est un socle de connaissances et de compétences dont le décret, il a été, pour tout vous dire, il est dans le circuit de signature, le ministre l'a signé hier ou avant-hier, et il est à Matignon pour la signature Premier ministre. Donc ce socle, c'est un socle qui a été fait par les partenaires sociaux, par le COPANEF. C'est le COPANEF qui va être responsable de ce socle de connaissances et de compétences, vous le trouvez. Il est organisé autour de 7 compétences. On est véritablement dans l'acquisition des compétences de base, dans un cadre d'insertion professionnelle. Ce n'est pas le socle de connaissances et de compétences de l'éducation nationale, parce que celui-ci, c'est celui à la fin de la scolarité obligatoire. C'est un autre socle qui est véritablement le socle des connaissances et compétences. Premier axe. Deuxième axe sur lequel je ne reviens pas,
parce que j'ai pas le temps, c'est tout l'enjeu autour de la qualité de la formation professionnelle. On n'est pas, alors ça veut pas dire, ce que je veux dire, ça veut pas dire que on n'est pas bon en termes de qualité en matière de formation professionnelle. C'est simplement qu'on n'a pas globalement, alors les régions l'ont fait très largement, mais nationalement, on n'a pas mis en œuvre tout le dispositif institutionnel autour de la qualité en formation professionnelle. Alors la loi du 5 mars nous y oblige, et on a également un décret qui est en préparation, une explicitation des critères que doivent vérifier les financeurs de formation et les acheteurs de formation pour s'assurer de la qualité des prestations. Et puis, un enjeu, et finalement je reboucle, c'est l'enjeu de la certification. Parce que, je vous ai expliqué le passage de 1.6 à 1 en matière de formation. Quand vous regardez le 1 obligatoire, ben on est inévitablement sur une montée en gamme, je dirais, en matière d'accès à la certification. C'est-à-dire que le 1% obligatoire, par exemple, la période de professionnalisation, la loi impose une durée minimale de 70 heures. Pourquoi? C'est pour éviter les mélanges qu'il pouvait y avoir avec le plan de formation initialement. Donc on est en gros sur ce 1%, vers un financement mutualisé pour accéder davantage à la qualification et à la certification. Et donc ça signifie que l'enjeu en matière de certification est un enjeu important. Et moi j'identifie 3 axes qui sont vrais globalement, mais qui je crois sont encore plus vrais dans votre secteur. C'est l'axe, c'est comment dans la certification on intègre tout ce qui est certification obligatoire. Ça c'est le premier axe. Et on a des débats, il y a des certifications, il y a des certificats obligatoires d'un côté, puis il y a des titres ou il y a des diplômes de l'autre. Voilà. Comment on fait le lien, comment on match davantage le lien. Ces certifications obligatoires d'ailleurs vont être inscrites à l'inventaire dans les jours qui viennent, là, tenu par le Conseil national de la certification professionnelle, et donc seront susceptibles d'être éligibles au CPF si les partenaires sociaux les prennent. Donc voilà. Donc ça c'est le premier enjeu sur la certification. Le deuxième enjeu, c'est comment on intègre dans la certification les nouveaux métiers, les nouvelles technologies. Alors ça, c'est un petit peu le serpent de mer. Quand j'étais à l'Éducation nationale, j'avais un peu travaillé sur la question. J'avais en charge la responsabilité des diplômes professionnels. Et alors, on dit globalement la notion de nouveaux métiers, elle existe, mais elle est quand même assez minoritaire, métier en tant que tel. En revanche, l'enjeu, c'est comment on intègre dans les métiers existants toutes les nouvelles contraintes en matière de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important, et vous savez que les titres du ministère du Travail sont construits en termes d'ingénierie par l'AFPA, dans le cas des missions de service public que l'État confie à l'AFPA, et ça c'est un enjeu effectivement extrêmement important et considérable. Et puis le troisième enjeu, c'est la question, alors je vais l'appeler comme ça de manière, les puristes de la certification me diraient, c'est pas très précis ce que vous dites, c'est la modularisation de la certification. C'est-à-dire c'est l'identification de blocs de compétences dans les diplômes, qui peuvent être des blocs de compétences autonomes et éventuellement conjoints à plusieurs certifications. Ça permet une mobilité professionnelle, et puis ça permet, dans le cadre de mon CPF, de notre CPF, qui a un maximum de 150 heures, voilà, d'avoir une formation sur des segments certifiants, et puis au bout de la formation, de se retrouver avec un élément important, c'est-à-dire la preuve qu'on a acquis des compétences. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée de travail, en vous remerciant à nouveau de votre accueil, et puis en vous disant peut-être à une autre fois. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup.